Samori Touré est l'une des figures les plus emblématiques de la résistance africaine contre la colonisation européenne au XIXe siècle. Il est souvent surnommé le Napoléon africain, non seulement pour ses extraordinaires dons de stratège militaire, mais aussi pour sa capacité à construire un empire à partir de rien. Malgré les épreuves, il est parvenu à forger un vaste royaume, le Wassoulou, couvrant des territoires aujourd'hui répartis entre la Guinée, le Mali, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais au-delà de ces conquêtes, Samori Touré incarne surtout les valeurs de dignité et de souveraineté. Il a été le défenseur acharné de la liberté de son peuple face à l'impérialisme français, refusant de se plier aux injonctions coloniales. Sa résistance acharnée, qui a duré plus de 16 ans, est l'héritage d'un leader qui a préféré la lutte à la soumission, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire africaine. Le XIXe siècle est marqué par une expansion coloniale sans précédent en Afrique, sous l'impulsion de puissances européennes comme la France, la Grande-Bretagne et le Portugal. Cette période correspond à la ruée vers l'Afrique, officialisée lors de la conférence de Berlin 1884 à 1885, qui redéfinit les frontières africaines sans tenir compte des réalités culturelles et ethniques locales. En Afrique de l'Ouest, la France entreprend une campagne de conquête visant à contrôler le bassin du Niger, une zone stratégique à la fois pour le commerce et pour l'accès aux ressources naturelles. Cette avancée française menace directement l'autonomie des royaumes locaux, provoquant des résistances farouches. Parmi ses opposants, Samori Touré se distingue par son intelligence militaire et politique. Le Wassoulou, qu'il fonde au cœur de cette tourmente, devient rapidement un obstacle majeur à la progression coloniale. Samori comprend que la colonisation représente un asservissement de son peuple et s'emploie à créer un État organisé et armé capable de rivaliser avec les armées européennes. Cette vidéo a pour ambition de plonger dans l'histoire fascinante de Samori Touré, en rendant justice à sa grandeur et à son rôle dans la lutte contre la colonisation. En dévoilant chaque détail de son histoire, ce récit vise à redonner à Samori Touré la place qu'il mérite dans la mémoire collective africaine et mondiale. Il s'agit non seulement de raconter une histoire, mais également de raviver l'esprit de résistance et de dignité qu'il incarne. Samori Touré voit le jour vers 1830 dans le village de Maniambaladougou, situé près de Kankan, dans l'actuelle Guinée. Issu d'une modeste famille paysanne malinquée, il est le fils de Kémo Lanfia Touré, un tisserand et marchand itinérant, et de Sokona Kamara, une femme au foyer. Malgré ses origines modestes, une prophétie semble entourer sa naissance. Selon une légende familiale, le père de Samori aurait rêvé d'un serpent sortant de ses reins, montant vers le ciel. Un devin aurait alors interprété ce rêve comme l'annonce de la venue d'un descendant puissant, destiné à dominer de vastes contrées. Dès son plus jeune âge, Samori montre des qualités exceptionnelles, un esprit vif, un sens aigu de la justice et une prédisposition naturelle au leadership. Ces traits caractéristiques préparent déjà le terrain pour son ascension future. Un événement tragique bouleverse la vie de Samori en 1853. Sa mère, Sokona, est capturée par les hommes de Sori Ibrahima, un souverain régnant sur la région de Médina. Cet enlèvement est un coup dur pour la famille. Contraint par les circonstances, le père de Samori s'exile dans un autre village, laissant son fils face à un dilemme. Samori, déterminé à sauver sa mère, abandonne ses activités commerciales et décide de prendre son destin en main. C'est dans cette épreuve qu'il commence à forger son caractère de combattant et de stratège. Pour obtenir la liberté de sa mère, Samori propose ses services à Sori Ibrahima en tant que guerrier. Cette période de 7 années est marquée par une discipline rigoureuse et une immersion dans l'art de la guerre. Il se forme aux tactiques militaires, au maniement des armes et au leadership. Un épisode clé de cette période est son acte de bravoure lors d'un siège contre une ville fortifiée. Samori, lassé des lenteurs de ses supérieurs, escalade seul une muraille sous une grêle de balles, galvanisant ses compagnons et renversant l'issue de la bataille. Cet exploit lui vaut l'admiration de ses pairs et le respect de Sori Ibrahima. Après 7 années de service, Sori Ibrahima tient parole. Samori libère enfin sa mère, Sokona, et la ramène à Sanankoro. Ce retour triomphal marque un tournant dans la vie de Samori. Il est acclamé comme un héros par sa communauté, qui reconnaît déjà en lui un leader en devenir. Cette période de sa vie forge les bases de son futur rôle de stratège et de chef. Désormais, Samori est porté par une ambition claire, lutter contre l'injustice et rétablir l'ordre dans une région marquée par l'insécurité. En 1868,
Samori Touré rejoint le royaume de Toron, dirigé par Bitike Swané. Dans ce contexte, la région est marquée par une instabilité chronique et des conflits incessants entre royaumes voisins. Samori, fort de son expérience militaire acquise chez Sori Ibrahima, est rapidement intégré aux forces armées du roi. Malgré ses contributions significatives au sein de l'armée royale, des tensions émergent entre Samori et Bitike Swané. Samori, déjà reconnu pour son charisme et son leadership, trouve difficile de se conformer à une autorité qu'il juge rigide et peu efficace. Ces frictions culminent avec son départ du royaume. Cette rupture marque un tournant décisif. Samori abandonne toute allégeance aux structures royales traditionnelles et se lance dans une carrière militaire et politique indépendante. Après avoir quitté Toron, Samori rejoint une troupe de brigands dirigée par un chef nommé Vefereba Kamara. Dans cette période de chaos, les razzias et les pillages sont courants. Samori s'intègre rapidement dans ce groupe, mais son sens de l'organisation et son charisme le distinguent. En peu de temps, il prend le contrôle de la bande, remplaçant Vefereba Kamara. Ce changement de leadership est accepté par les membres de la troupe grâce à son sens de l'équité, notamment dans le partage des butins. Samori commence alors à structurer cette force en une unité plus disciplinée, préfigurant la future armée du Wassoulou. Fort de cette première expérience en tant que leader, Samori décide de s'établir durablement. Il lance une série de campagnes militaires visant à soumettre les villages voisins. Sa stratégie repose sur une combinaison de diplomatie et de force militaire. Les villages qui acceptent de se soumettre à son autorité sont intégrés pacifiquement. Ceux qui résistent sont conquis par la force, souvent avec des exemples de dissuasion pour renforcer son pouvoir. En peu de temps, Samori choisit Bissandougou comme son bastion. Situé stratégiquement, ce village devient la capitale politique et militaire de son futur empire. Il commence à y bâtir des structures administratives rudimentaires tout en renforçant ses forces armées. La montée en puissance de Samori inquiète Sori Ibrahima, son ancien suzerain. Voyant en lui une menace directe, Sori Ibrahima envoie ses 2 fils à la tête d'une armée pour le combattre. Cependant, Samori, grâce à ses stratégies supérieures et à la loyauté de ses troupes, remporte une victoire écrasante. Les 2 fils de Sori Ibrahima sont capturés et exécutés sur son ordre. Face à cette humiliation, Sori Ibrahima rassemble ses forces pour une confrontation directe avec Samori. Lors de la bataille décisive à Bissandougou, l'armée de Sori Ibrahima est défaite. Cependant, dans un geste de clémence, Samori épargne la vie de son ancien maître et exige en retour sa bénédiction. Cet acte renforce la légitimité de Samori, non seulement comme un chef militaire, mais aussi comme un dirigeant investi d'une mission divine. Désormais maître incontesté de Bissandougou et de ses environs, Samori adopte le titre d'Almami, signifiant commandeur des croyants. Ce titre symbolise son rôle non seulement comme chef politique et militaire, mais aussi comme leader religieux. Il structure son armée en profondeur, en introduisant des rangs clairs et une discipline stricte. Les Sofas, ces guerriers dévoués, deviennent le fer de lance de son pouvoir militaire. En parallèle, il met en place des bases administratives rudimentaires, posant les fondations de l'empire du Wassoulou. Cette période est marquée par une transformation de Samori Touré. De chef militaire local, il devient un dirigeant visionnaire prêt à étendre son influence sur un vaste territoire. L'empire du Wassoulou, dirigé par Samori Touré, se distingue par une structure organisationnelle centralisée qui reflète sa vision d'un État puissant et unifié. Cette centralisation est la clé de la stabilité et de l'efficacité de son administration. Le territoire de l'Empire est divisé en provinces, elles-mêmes subdivisées en cantons. Chaque canton est placé sous la responsabilité d'un gouverneur ou d'un chef local, choisi directement par Samori en fonction de sa loyauté et de ses compétences militaires. Ces responsables jouent un rôle crucial dans la gestion locale, assurant le maintien de l'ordre et le respect des directives impériales. Les gouverneurs ont pour mission de prélever les impôts, de réguler les activités commerciales et de superviser les affaires locales, tout en restant sous l'autorité directe de Samori. Cette hiérarchie bien définie garantit une remontée efficace des ressources et des informations vers le sommet de l'État. Sur le plan juridique, Samori combine la charia, inspirée des principes islamiques, avec les traditions coutumières locales pour établir un système judiciaire adapté à la diversité de l'Empire. La justice est organisée en 3 niveaux. Les affaires locales, traitées au niveau des cantons, les crimes majeurs, gérés à l'échelle provinciale, et les questions d'importance nationale, qui relèvent directement de l'empereur lui-même.
Cette organisation administrative et juridique confère à l'Empire du Wassoulou une stabilité remarquable, permettant à Samori de gouverner un territoire vaste et multiculturel avec discipline et efficacité. L'armée est au cœur du pouvoir de Samori. Elle est à la fois une force de dissuasion, un outil de conquête et une épine dorsale de l'Empire. Elle est composée de 3 niveaux de hiérarchie. Les Sofas, guerriers dévoués constituant l'élite de l'armée. Les Kélétigui, généraux chargés de diriger des corps d'armée. Les Bilakoro, jeunes recrues ou novices, souvent formés aux tâches subalternes avant d'intégrer les rangs actifs. Samori Touré bâtit une armée d'élite, organisée selon des principes militaires modernes. Son armée comprend environ 30 000 Sofas, soldats professionnels, dont une cavalerie de 3 000 hommes, et une infanterie répartie en brigades de 500 à 1000 combattants. Chaque soldat est rigoureusement entraîné et équipé, à la fois avec des armes à feu importées et des armes fabriquées localement par les artisans du Wassoulou. Samori Touré met également en place un système sophistiqué de renseignement et d'espionnage pour garantir la sécurité de son empire et anticiper les mouvements de ses ennemis. Les commerçants d'Ula jouent un rôle clé dans ce réseau en collectant des informations précieuses sur les activités des Français et des royaumes voisins lors de leurs déplacements commerciaux. En complément, des espions infiltrent les campements français, observant de près leur stratégie militaire et rapportant des détails cruciaux qui permettent à Samori d'adapter ses tactiques en conséquence. Pour équiper son armée, Samori établit une structure d'approvisionnement robuste et innovante. Il mise sur la production locale d'armes en formant des forgerons spécialisés capables d'entretenir, de réparer et même de reproduire les fusils importés. En parallèle, il entretient des relations commerciales stratégiques avec les Britanniques via la Sierra Leone, ce qui lui permet d'acquérir des fusils modernes et des munitions. Ce double système, combinant production locale et approvisionnement externe, renforce considérablement la puissance de son armée, lui permettant de mener une résistance prolongée contre les forces coloniales françaises. Pour assurer la pérennité de son empire, Samori met en place une politique économique et sociale structurée. L'agriculture constitue un pilier essentiel de l'économie de l'empire. Dans les zones pacifiées, Samori encourage le développement agricole pour garantir une autosuffisance alimentaire, à la fois pour la population et pour ses troupes. Les unités militaires, en temps de paix, sont mobilisées pour participer activement aux travaux agricoles, augmentant ainsi significativement la production et la résilience économique de l'Empire. Le commerce est également un levier stratégique sous le règne de Samori. En contrôlant les routes commerciales reliant le Sahara à la côte, il met en place un système efficace de taxation des marchandises transitant par son empire. Des produits clés comme la noix de kola, l'or et le sel sont échangés sur un vaste réseau commercial, assurant ainsi des revenus stables pour financer son administration et son armée. Pour structurer son empire, Samori instaure un système éducatif basé sur l'enseignement coranique, visant à diffuser les principes islamiques parmi ses sujets. En parallèle, la justice est appliquée de manière stricte, avec des lois adaptées pour maintenir l'ordre et renforcer la discipline. Ce système juridique repose sur une combinaison de la charia et des traditions coutumières locales, offrant ainsi un cadre équilibré et adapté aux réalités de l'Empire. Samori Touré mène une série de conquêtes stratégiques pour étendre son empire et affirmer son influence dans la région. Parmi ses premières initiatives, il annexe les régions du Bouré et du Bidiga, connues pour leurs riches gisements aurifères. Ces ressources naturelles jouent un rôle clé dans le financement de son armée et de son administration, renforçant ainsi la puissance et l'autonomie de son empire. En parallèle, Samori adopte une approche diplomatique en signant des pactes de non-agression avec des États voisins tels que Timbo et Dinguiraye. Ces alliances stratégiques lui permettent de sécuriser ses frontières et de concentrer ses forces sur les fronts les plus critiques, notamment contre les menaces extérieures comme les troupes coloniales françaises. L'empire du Wassoulou s'étend sur une vaste superficie, couvrant des parties de la Guinée, du Mali, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette unification, fruit d'un savant mélange de diplomatie et de conquête militaire, est soutenue par une administration centralisée efficace et une armée disciplinée et loyale. Avec une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants et une organisation militaire bien structurée, l'empire du Wassoulou se dresse comme un obstacle majeur à l'expansion coloniale française, incarnant une résistance acharnée face à l'oppression étrangère. En 1882, les Français, sous l'impulsion de Gustave Borny Desbordes, proposèrent à Samori Touré de placer le Wassoulou sous leur protectorat. Cette proposition visait à étendre l'influence coloniale française dans la région stratégique de la Haute-Guinée. Samori rejeta cette offre,
interprétant ce geste comme une tentative d'assujettissement. Sa réponse fut claire: la résistance armée serait la seule voie pour préserver la souveraineté du Wassoulou. L'affrontement commence par la bataille de Kéniéran, un point névralgique pour les routes commerciales et militaires. Les Français mobilisèrent une force de 600 soldats, équipés d'artillerie lourde, pour attaquer cette position stratégique. Face à eux, Samori déploya une armée de 5000 guerriers Sofa. Adoptant une stratégie de harcèlement, il divisa ses troupes en petites unités mobiles qui frappaient rapidement avant de se replier. Bien que les Français parvinrent à capturer Kéniéran, leur victoire fut coûteuse. Plus de 100 soldats, dont des officiers, furent tués. Samori, quant à lui, subit des pertes modestes, réaffirmant ainsi sa supériorité tactique. En 1883, Samori remporta une victoire majeure lors de la bataille du Marigot de Wayo-Wayanko. Grâce à un réseau d'espions efficace, il anticipa l'itinéraire des troupes françaises et leur tendit une embuscade dans une vallée étroite. L'artillerie lourde des Français se révéla inefficace dans ce terrain accidenté. Les pertes furent lourdes pour les Français, près de 150 soldats tués. Les Sofas de Samori, quant à eux, enregistrèrent des pertes minimales. Cette victoire renforça le prestige de Samori, attirant à sa cause de nombreux guerriers malinqués. Pour compenser l'infériorité technologique de son armée, Samori mit en place des tactiques innovantes. Les Sofas opéraient en petites unités flexibles, frappant rapidement et disparaissant avant toute contre-attaque. Samori utilisa un réseau sophistiqué d'informateurs, composé de commerçants d'Youla, pour surveiller les mouvements ennemis. Des forgerons locaux furent mobilisés pour réparer, imiter et produire des armes, réduisant ainsi la dépendance aux importations. L'armée de Samori était structurée avec des rangs bien définis, favorisant la discipline et l'efficacité. Malgré leur victoire ponctuelle, les Français étaient confrontés à une guerre prolongée. La réputation de Samori en tant que stratège redoutable s'étendit bien au-delà du Wassoulou, faisant de lui une figure majeure de la résistance anticoloniale. Les affrontements de cette période soulignèrent les difficultés des forces coloniales à imposer leur domination. Les pertes humaines et matérielles infligées par Samori retardèrent l'avancée française dans la région. Ces premières confrontations jettent les bases de la lutte prolongée entre Samori Touré et l'Empire colonial français. La suite des événements verra une escalade des hostilités et une évolution des stratégies de chaque camp. Samori, face à une pression croissante, continuera à incarner la résistance et la détermination du peuple Wassoulou. Le 28 mars 1886, à Kéniébakoura, les Français, par l'intermédiaire d'Henri Frey et du capitaine Tournier, sont contraints de signer un accord de paix avec Samori. La base du traité devrait être l'abandon par Samori de la rive gauche du Niger. Ce traité marque une étape décisive dans les relations entre Samori Touré et les Français. Les termes de cet accord prévoyaient 1. Une reconnaissance mutuelle des territoires. Samori accepte d'abandonner la rive gauche du Niger, entérinant ainsi la souveraineté française sur cette région. 2. Une souveraineté de Samori sur le Bouré et le Manda. Ces territoires riches en ressources aurifères restaient sous son contrôle, consolidant son pouvoir économique et politique. 3. L'envoi de Diaoulé Karamoko en France. En août 1886, Samori envoie son fils Diaoulé Karamoko, âgé de 17 ans, accompagné de 7 compagnons, à Paris. Ce voyage diplomatique visait à établir des liens avec les Français tout en renforçant l'image de Samori comme un dirigeant stratégique et ouvert au dialogue. Diaoulé Karamoko est reçu par Jules Grévy, président de la République française, le 29 août 1886. Les Français cherchaient à impressionner le jeune prince pour démontrer leur puissance et leur bienveillance. Ce séjour fut marqué par des rencontres symboliques et diplomatiques visant à amadouer Samori. Cependant, certains militaires français, comme Étienne Pérouse, ont critiqué le traité de 1886. Ils estimaient qu'il entravait l'expansion coloniale française en limitant leur accès au Niger. Cette opposition mènera à la signature d'un nouveau traité en 1887. Le 23 mars 1887, à Bissandougou, capitale de l'Empire Wassoulou, un nouveau traité est signé entre Samori et les Français. Les clauses principales incluaient 1. Une reconnaissance du protectorat français. Samori accepte de placer son empire sous le protectorat français, espérant ainsi gagner du temps et consolider son pouvoir face à ses ennemis, notamment Thiéba Traoré Assikasso. 2. Une liberté d'action française sur le Haut-Niger. Les Français obtiennent la liberté de navigation et de commerce dans cette région stratégique, consolidant leur position économique et militaire. Malgré cet accord, les tensions persistent.
Les Français continuent d'attaquer les bases arrières de Samori, fragilisant progressivement son empire. En avril 1887, Samori lance le siège de Sikasso, contrôlé par Thiéba Traoré. Cette campagne se heurte à une résistance acharnée. Les flèches empoisonnées et la défense stratégique des Traoré infligent de lourdes pertes à Samori. Les difficultés logistiques, la famine et les épidémies affaiblissent ses troupes. En août 1888, Samori lève finalement le siège, marquant un premier échec majeur pour l'Almami. Les Français exploitent cette situation pour fomenter des troubles dans les territoires de Samori, affaiblissant encore davantage son autorité. Entre 1887 et 1889, les Français intensifient leur politique de division, utilisant les rivalités ethniques et religieuses au sein de l'Empire Wassoulou. Ils exploitent également les dissensions au sein de la famille de Samori, notamment la trahison de certains notables locaux. Ces actions sapent l'unité de l'Empire et isolent Samori sur le plan politique. Les Français poursuivent leur campagne militaire pour contrôler les régions stratégiques. À travers des rumeurs et des actions de déstabilisation, ils parviennent à affaiblir le moral des troupes de Samori, précipitant le déclin de son empire. Malgré les traités signés, les hostilités entre Samori et les Français ne cessent pas. Les ambitions expansionnistes françaises, combinées aux difficultés internes de l'Empire Wassoulou, accélèrent la déstabilisation de Samori. Les défaites militaires, les pertes humaines et les désertions affaiblissent progressivement son armée, autrefois redoutable. Ces confrontations marquent un tournant dans la lutte anticoloniale de Samori. L'Empire Wassoulou commence à perdre du terrain face à la pression militaire et diplomatique des Français, annonçant les luttes acharnées des années suivantes. Les années 1890 marquent une escalade des confrontations entre Samori Touré et les forces coloniales françaises. Dès 1891, les Français, sous le commandement du colonel Archinard, prennent pour cible la capitale historique de Samori, Cancan. Malgré une résistance acharnée, la ville tombe aux mains des Français, contraignant Samori à se replier vers Dabakala. Face à cette défaite, Samori adopte une stratégie de survie. Il déplace son empire vers l'est, établit de nouvelles bases à Kong et continue de résister aux Français tout en élargissant son territoire. Il mobilise des guerriers pour contrer les offensives françaises et renforce son contrôle sur les régions stratégiques, notamment le Bourré, riche en or, qui reste une ressource clé pour financer son effort de guerre. Pour compenser son infériorité technologique face aux Français, Samori innove sur le plan stratégique. Il met en place une politique de terre brûlée, ordonnant la destruction des villages, des réserves alimentaires et des infrastructures pour ralentir l'avance ennemie. Cette tactique vise à déstabiliser l'économie locale tout en rendant difficile le ravitaillement des troupes françaises. Samori réorganise également son armée en petites unités mobiles, capables d'attaques rapides suivies de replis stratégiques. Ces unités exploitent la connaissance du terrain pour tendre des embuscades et harceler les forces françaises. Parallèlement, il utilise un réseau sophistiqué d'espionnage, composé de commerçants d'Iula et d'infiltrés dans les campements français. Ce système de renseignement offre à Samori un avantage tactique considérable, lui permettant d'anticiper les mouvements de l'ennemi. En 1897, Samori capture la ville stratégique de Kone, un centre commercial vital pour l'économie de la région. Cependant, des trahisons internes et la pression française affaiblissent son contrôle sur la ville. Plutôt que de laisser Kong aux mains de ses ennemis, Samori ordonne sa destruction, symbolisant sa détermination à ne pas céder de terrain aux Français. Cette décision marque un tournant dans sa stratégie, elle met en lumière son isolement croissant. Les Britanniques, jusqu'alors partenaires commerciaux, refusent de fournir un soutien militaire direct, privant Samori d'alliés stratégiques contre les Français. Confronté à la progression coloniale française, Samori concentre ses efforts sur l'est de son empire, cherchant à s'étendre vers des territoires non encore dominés par les puissances coloniales. Ce déplacement stratégique lui permet de continuer la lutte tout en évitant un affrontement direct avec des forces supérieures. Cependant, cette politique s'accompagne de défis majeurs. Les épidémies, les pertes humaines et les tensions internes affaiblissent progressivement son empire. De plus, les Français exploitent les divisions ethniques et religieuses pour saper l'unité de ses troupes et isoler Samori sur le plan politique. L'année 1898 marque l'agonie de l'empire du Wassoulou. Samori Touré, isolé et traqué, s'enfonce dans la forêt dense à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La politique de la terre brûlée, mise en œuvre pour ralentir l'avance française, cause des privations parmi ses propres troupes et les populations locales. Les conditions de vie se dégradent rapidement, les vivres manquent,
et les soldats commencent à se mutiner. Les Français, bien qu'éprouvés par cette guerre d'usure, maintiennent leur pression. Aidés par des informateurs locaux et des sofas déserteurs, ils obtiennent des renseignements précis sur les déplacements de Samori. Ces informations stratégiques permettent d'étendre leur contrôle sur les régions abandonnées par l'empereur en fuite. Le 29 septembre 1898, à Guélémou, la traque de Samori prend fin. Les Français, guidés par des sofas ralliés à leur camp, encerclent le campement de l'Almami. Selon les récits, Samori est surpris en train de lire le Coran, un acte symbolique qui illustre sa piété et sa résilience face à l'adversité. Pris au dépourvu, il n'oppose aucune résistance. Dans un dernier geste de défi, il demande à être exécuté sur place, mais les Français préfèrent l'épargner pour le déporter et faire de sa capture un symbole de leur triomphe colonial. Le rôle de la trahison interne est crucial dans cet épisode. Fatigués par des années de privation et d'une guerre sans fin, certains des proches de Samori, y compris des membres de son état-major, choisissent de coopérer avec les Français en échange de promesses de clémence. La capture de Samori marque la fin effective de l'empire du Wassoulou. Cet État, qui s'étendait sur une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest, était devenu le dernier bastion de résistance structurée face à la colonisation française. Privé de son chef, l'empire s'effondre rapidement, laissant la voie libre à l'expansion coloniale française dans la région. Après sa capture en septembre 1898 à Guélémou, Samori Touré est considéré comme un prisonnier politique de grande importance par les autorités coloniales françaises. La décision est prise de l'éloigner de son territoire pour prévenir toute tentative de rébellion ou de ralliement de ses partisans. En janvier 1899, Samori est transféré à Saint-Louis du Sénégal avant d'être embarqué pour le Gabon. Il est installé sur l'île de Missanga, au cœur du fleuve Ogoué, une zone isolée et insalubre. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles, la chaleur tropicale, les maladies et l'isolement achèvent de miner la santé du grand leader. Samori succombe officiellement d'une bronchopneumonie le 2 juin 1900, à l'âge d'environ 70 ans. Sa mort, loin de son peuple, symbolise la tragédie de la résistance africaine face à la colonisation. Malgré la volonté des colons de marginaliser son souvenir, Samori Touré reste une figure centrale de l'histoire africaine. Son héritage est réhabilité au XXe siècle, notamment dans le contexte des luttes pour l'indépendance. En 1968, sous l'impulsion du président guinéen Sékou Touré, les cendres de Samori sont rapatriées en Guinée. Elles sont placées dans la mosquée Fessal, aux côtés d'autres grandes figures résistantes comme Alpha Yaya Diallo. Des statues à son effigie sont érigées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. La musique célèbre sa mémoire, l'orchestre Bambeya Jazz lui dédie l'album Astre Regard du passé, tandis que le chanteur ivoirien Alpha Blondy lui rend hommage dans la chanson Boris Samori. En littérature, des œuvres comme Monet, Outrage et Défi d'Amadou Kourouma réhabilitent son combat et sa vision. Samori Touré incarne une figure emblématique de la résistance africaine face à la colonisation. Stratège hors pair, il a su transformer un modeste réseau local en un empire structurant et ambitieux, le Wassoulou. Par son intelligence politique, sa vision militaire et sa détermination à préserver la liberté de son peuple, Samori a posé les bases d'une Afrique fière et autonome. Il n'était pas seulement un guerrier, il était également un bâtisseur d'État et un guide spirituel, mêlant traditions islamiques et africaines pour régner sur une population diversifiée et un territoire vaste. Sa résistance acharnée contre les Français pendant plus de 16 ans en fait un symbole intemporel de la dignité africaine. En nous souvenant de Samori Touré, nous réaffirmons notre engagement à honorer son combat en perpétuant son histoire, source d'inspiration pour un avenir plus juste. Transmettons cette mémoire, non seulement pour les peuples d'Afrique, mais pour toute l'humanité, comme un rappel que la dignité et la liberté sont des droits inaliénables.